Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1108 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 novembre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon dévoile enfin son EOS R6 Mark III avec un One More Things assez étonnant. Insta360 lance un modèle entrée de gamme plus accessible et DxO met à jour Photolab Puro et Nik Collection. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon dévoile ce matin son nouvel hybride full frame expert l'EOS R6 Mark III. Au programme, on retrouve un capteur full frame CMOS de 32,5 millions de pixels associé au processeur Digic X, offrant une plage de sensibilité de 100 à 64 000 ISO extensible jusqu'à 102 400 ISO. Le capteur est naturellement stabilisé et Canon annonce un gain maximal de 8,5 IL avec la stabilisation optique présente sur certains objectifs RF. En rafale, l'EOS R6 Mark III aligne jusqu'à 40 images par seconde avec l'obturation électronique avec un buffer pouvant gérer une séquence jusqu'à 150 RAW avec une carte CF Express. On dispose aussi d'un mode pré-rafale de 20 images enregistrées avant déclenchement. Côté vidéo, l'appareil peut délivrer des séquences 7K RAW 60p. On retrouve de l'OpenGate, une sortie HDMI full ou encore un enregistrement audio 4 canaux. Niveau autofocus, c'est la technologie Dual Pixel CMOS AF2 qui opère, avec détection, reconnaissance et suivi du sujet sur 100% du champ. Pour le boîtier en lui-même, écran orientable 3 pouces, viseur OLED 120 fps, 3,69 millions de pixels, double slot carte mémoire, boîtier en alliage de magnésium, protégé contre les intempéries. Nous avons échangé avec Baptiste Soto du groupe Fogg Distri. Il nous partage ses premières impressions à l'annonce de ce nouvel appareil. Depuis son démarrage, fin 2022, l'EOS R6 II est clairement un best-seller, alors qu'il souffrait d'un handicap de définition par rapport à son principal rival, donc l'Alpha 7 IV. Donc Canon a très logiquement décidé de changer le capteur de l'EOS R6, ce qui est une excellente idée, pour le basculer à 32,5 millions de pixels, ce qui fait un véritable bond en avant. Alors, après, le toujours plus sur un capteur n'a pas que des avantages. Donc, Canon a dû se plier à un véritable jeu d'équilibriste, puisqu'il fallait réussir à améliorer la définition sans trop dégrader la sensibilité, en maintenant la vitesse de prise de vue malgré un flux de poids de fichiers qui est de plus en plus important. Et ben, ils ont fait ça très bien. Ils ont réussi à ne pas faire les améliorations au détriment des potentiels problèmes. Donc, challenge parfaitement réussi. Bravo Canon. Sur la partie vidéo, on peut noter notamment qu'il est basculé en OpenGate, c'est-à-dire qu'on prend de la vidéo sur toute la surface du capteur, ce qui va permettre de sortir du RAW 7K 60p ou du 4K 120p, et toujours du slow motion Full HD en 180 images secondes, donc ça n'a pas changé. Et il y a plusieurs petites améliorations parallèles avec l'intégration de la lampe Tally qui permet de voir quand on est en train de tourner. Il y a toujours la possibilité d'enregistrer en ProRes avec un enregistreur externe, type Atomos Ninja. Ils ont amélioré la connectique HDMI puisqu'on est passé en type A, donc ça permet d'avoir un flux encore amélioré. Et il y a toujours les entrées casque et micro. Et autre amélioration indirecte, qui est le fait qu'ils aient basculé un des deux slots cartes en CF Express type B, qui permet d'apporter un avantage précieux en vidéo pour la vitesse et la régularité du flux. Mais après, ils ont aussi amélioré d'autres choses sur la partie photo, puisqu'ils ont intégré du deep learning grâce à l'IA sur l'autofocus, ce qui permet par exemple de gérer la priorité des personnes, individu par individu. Autre petite amélioration en photo, c'est la possibilité de faire du pré-déclenchement pendant une demi-seconde avec 20 images max, ce qui est très bien. Alors, la cadence de rafale est inchangée. On est toujours à 40 images secondes en électronique et jusqu'à 12 images secondes en mécanique. J'ai plus en tête le chiffre exact du nombre d'images max en photo, mais là, je sais qu'on va à 120 images en RAW, donc c'est particulièrement intéressant. Et dernier point qui est valable autant en photo qu'en vidéo, il y a un gain de 8,5 stops au niveau de la stabilisation, donc c'est une très bonne chose. Là où Canon, en fait, a été très malin dans la démarche, c'est qu'on a désormais le chaînon manquant dans le plein format expert chez Canon.
On avait et on a toujours un S6 Mark II qui est aux alentours de 2 000 € avec les promotions qui sont un petit peu en permanence sur le produit, avec un capteur de 24 millions. On va avoir désormais un EOS R6 Mark III aux alentours de 3 000 € avec un capteur de 32 millions de pixels. Et on a en montée en gamme un EOS R5 Mark II aux alentours de 4 000, 4 500 € avec un capteur de 45 millions de pixels. Donc, à chaque besoin, Canon apporte une solution. Moi, j'aurais tendance à dire bien joué, bien vu, c'est parfait. Parallèlement au lancement de ce nouveau boîtier, le constructeur annonce aussi une nouvelle focale fixe, un 45 mm f1.2. Contrairement à ce que l'on pourrait penser avec ce type d'ouverture, il ne s'agit pas d'une optique sérielle. Le RF 45 mm f1.2 STM est un objectif qui s'adresse au plus grand nombre. On retrouve donc une conception compacte et légère, avec moins de 8 cm de long et un poids de 346 grammes. L'objectif s'appuie sur une formule optique composée de 9 éléments répartis en 7 groupes, avec un verre asphérique PMO. Il offre une ouverture maximale ultralumineuse f1.2 assurée par un diaphragme à 9 namelles. Niveau autofocus, on retrouve une motorisation pas à pas STM. La distance minimale de mise au point est de 45 cm. Bon point, cet objectif intègre une bague de réglage programmable. Le nouveau Canon EOS R6 Mark III et le Canon RF 45 mm f1.2 STM seront disponibles dès la fin du mois de novembre. Le boîtier nu sera proposé au prix de 2 899 € et l'optique au prix de 499 €. Des kits seront proposés avec le R6 Mark III, le premier associé au RF 24-105 mm f4.7.1 IS STM et le second sera associé au RF 24-105 mm f4 LIS USM. Insta360 annonce la X4R, une nouvelle caméra 360 ultra compacte et légère. Comparée à la X5 lancée au printemps dernier, la X4R est un modèle plus entrée de gamme. La caméra est néanmoins capable de délivrer des séquences en 8K 30p, 6K 50p ou 4K 60p grâce à un double module capteur 1 sur 1,8 pouces, optique équivalent 6,4 mm f 1.95. On retrouve l'adaptatif Tone qui permet d'ajuster automatiquement l'exposition des deux modules pour un rendu global équilibré ou encore l'Active HDR qui permet d'étendre la dynamique de capture et la stabilisation Flow State. C'est une caméra d'action conçue pour le terrain qui est donc étanche à 15 mètres et qui offre la possibilité de remplacer les optiques en cas de rayure des lentilles frontales, particulièrement vulnérables sur ce genre de boîtier. L'Insta360 X4R est proposé au prix de 399 € ou 429 € en kit avec une perche invisible de 1,14 m et une batterie supplémentaire. Et pour finir, DxO annonce la version 9.2 de Photolab, la version 5.5 de Pure et la version 8.2 de Nik Collection. Pour ce qui est de Photolab, l'éditeur annonce une amélioration significative des masques générés par IA pour réaliser des opérations de retouche locales dans les images. Des améliorations sont aussi à noter sur le flux de travail, avec la possibilité de réorganiser les masques ou d'utiliser de nouveaux filtres de Phototech. En ce qui concerne Pure, il est désormais possible de bénéficier de toute la puissance du dérotiseur dans Photoshop sur une logique non destructive avec un système de filtre dynamique. Enfin, côté Nik Collection, on retrouve une nouvelle fonctionnalité de simulation de texture papier avec 30 profils de papier authentiques inspirés de la photo argentique, de papier Beaux-Arts et de papier ancien. DxO Photolab 9.2 est proposé au prix de 240 € ou 120 € depuis une version 7 ou 8. DxO Pure 5.5 est proposé au prix de 120 € ou 80 € depuis une version 3 ou 4. Et enfin, Nik Collection 8.2 est proposé au prix de 160 € ou 90 € depuis une version 6 ou 7. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Bon, évidemment, on va revenir sur la nouveauté du jour, les mises à jour d'Exo. Non, je plaisante. Ce R6 Mark III, ma foi, est assez séduisant. Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, en fait, c'est un appareil le R6 II fonctionne très, très bien chez nous. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont sous le R6 II et là, de fait de passer sur le R6 III va être un gain au niveau du capteur, de la stab et cetera. Donc on a vraiment une grosse avancée. C'est un produit qui a tout son sens aujourd'hui, sur le marché et dans la montée en gamme chez Canon. Même si Canon a fait un choix qu'on peut qualifier de sage,
par rapport à ce que peut proposer la concurrence, puisqu'il n'y a pas de capteur empilé ou semi-empilé, alors que le Z6 III, le S1 II chez Lumix et chez Nikon l'ont. C'est une petite interrogation au départ. Par contre, la hausse de définition, ça c'est très chouette, qui le met face à l'Alpha 7 IV. Et ça rappelle un peu ce qu'avait fait Canon avec le 5D Mark IV, qui était un des réflexes les plus équilibrés en fait, qui a existé, qui avait une définition de 30 millions de pixels. Là, il garde la même cadence, définition un peu plus élevée. Moi, il y a un petit grief aussi, c'est que le viseur, la définition du viseur n'évolue pas. J'étais un petit peu déçu par ça. Mais bon, faut reconnaître que l'adoption de la CF Express aussi, qui va doubler la mémoire tampon, c'est une très très bonne chose. Je pense que effectivement, tu disais Marie que c'est un best-seller, le R6 II. On va en parler aussi dans le guide parce qu'il va faire partie des boîtiers importants. Là, ça s'annonce tout comme. Et je précise aussi, ça c'est super important, les premiers R6 le faisaient aussi. Il y a un petit volet qui protège le capteur, comme sur l'Alpha 7 IV, ce que font pas les Z6 III ou le S1 II. Et ça, c'est quand même un petit truc en plus qui est pas mal, quoi. Selon toi, Louis, le R6 III, il se présente comme un boîtier de renouvellement pour des gens qui étaient déjà équipés du R6 première génération, voire pourquoi pas du R6 II, ou est-ce que c'est même, on peut imaginer, un boîtier de bascule pour des gens qui seraient chez un autre constructeur et qui pourraient se laisser tenter par cet appareil et d'entrer chez Canon? Bascule, je pense pas, parce que tant que la monture RF est fermée en plein format, ça motive pas beaucoup les gens à passer de Sony ou de Nikon à Canon, même s'ils font des très bons appareils. Après, le R6, pour passer du R6 II au R6 III, bah, je sais pas encore, c'est un peu tôt. Le R6 II, ça reste un excellent appareil pour ça. Et le R6 III, bah, il est très bon. Après, moi, ce qui me surprend un peu, c'est le choix de développement de Canon, qui en fait, bah, quand on regarde ce R6 III, alors grossièrement, c'est en fait la C50 qui est rebadgée. Oui. Ouais. Alors que d'ordinaire, enfin, ce dont on était habitué Mais récemment, avec la c'était stabilisation quand même. mais avec la stabilisation, mais ça c'est classique chez Canon où ils virent la stabilisation des caméras. Récemment, on a eu la ZR qui est un Z6 III redessiné, repensé Ouais. pour la vidéo. On a eu le FX2 qui est un A7 IV repensé pour la vidéo, FX30, FX3. Bon, je ne vous fais pas tout l'historique, mais du coup là on a eu la C50 il y a quelques mois ou quelques semaines même, et qui est donc une caméra vidéo 32 mégapixels, 40 images en rafale, On va en so reparler de celle-là, so. Arrive le R6 III, ben c'est la même chose. Vous rajoutez le viseur, vous virez les pas de vis et vous rajoutez la stabilisation. C'est même pareil. Donc, je trouve que Canon a presque été un peu sage, même si la hausse de définition est acceptable. Bah, en fait, quand la C50 arrive, on se dit ah bah est-ce que ça serait pas, est-ce que au début on pensait que la C50 ça serait comme pour le R5 vidéo, le R5C, voilà, et on disait non, c'est pas un R5 II rebadgé, c'est un autre truc. Je dis, ah, c'est sympa. D'un coup, arrive le R6 III. Ah, bah en fait, là, c'est la C50 rebadgé. Et donc, on est un peu, pour ceux qui voulaient un peu des nouveautés, on reste un tout petit peu sur notre fin. Et je voulais juste faire un point sur le capteur semi-stacked. En fait, chez Canon, ils médiatisent pas. Il y a empilé ou pas empilé. Semi-empilé, c'est un truc marketing qui a été utilisé par Nikon et par Panasonic. Nous, on a fait quelques tests un peu de notre côté. Et il s'avère qu'a priori, ce capteur non empilé de Canon, il serait aussi rapide en lecture que les capteurs semi-empilés. C'est ce que dit Canon, en tout cas, Ouais, quand on leur pose la question. C'est vrai que la gestion du rolling shutter du R6 II est plutôt pas mal du tout. Ouais, le R6 II était faut le déjà dire. au même niveau que les Z6 III C'est et vrai. compagnie, alors qu'il n'était pas non plus. Et est-ce que c'est semi-empilé? Ils le disent pas parce que pour eux, c'est soit ça l'est pas, et il n'y a pas d'entre les deux. Alors, ils disent qu'il n'est pas semi-empilé. Oui, mais bon, est-ce que Voilà. ça n'existe pas chez eux semi-empilé? Tu vois, Ouais, c'est ouais, juste bien sûr, ça. bien sûr, Donc, bien mais sûr. juste la gestion du rolling shutter, Peut-être, a priori. un quart empilé C'est ou ça. 2 tiers empilé. Mais Enfin, après, bon. a priori, nous on a comparé par exemple la 7 IV, qui lui n'a un capteur de définition équivalente et n'est pas Ouais. du tout empilé. Ouais. Et là, c'est vrai que dès que vous shootez en rafale électronique, il y a tout qui bleu-blotte, il y a tout qui est déformé, tout ça. Alors que sur le R6 III, a priori, ça bouge beaucoup moins. Non, puis c'est pas forcément une tare. Disons que ça va être une différence en termes d'annonce, et tu as raison, après, c'est les tests qui font foi. Mais disons que voilà, il faut juste le préciser. Et ça peut même être un avantage parce que souvent, en matière de dynamique, on constate que sur les capteurs qui ne sont pas empilés, justement, la dynamique est un chouïa meilleure, quoi. Donc voilà, ça restera à vérifier sur ce modèle-là. Je vais juste revenir sur ta question, Arthur, par rapport à la bascule ou non Ouais. vers la monture RF, parce que je me pose la question avec l'arrivée conjointe du 45 mm f1.2, qui, à mon justement. avis, peut être justement un argument de bascule. Parce que une optique à f1.2, à ce prix-là, même si elle n'est pas sérielle, On donc n'est plus habitué. Hein. sans pare-soleil, je me demande quand même si ça va pas devenir un petit argument qui peut séduire des gens qui se posent la question, est-ce que je vais sur la monture Z, est-ce que je vais sur la monture RF, est-ce que je vais sur la monture FE, etc. Je pense que ça peut l'être quand même. Après, nous, on a demandé un peu à Canon, est-ce qu'il y aura des séries comme ça, pas chères, un 2. Ils nous ont dit que non, c'était un peu un one-shot, que la focale 45 mm permettait de faire du 1.2
sans trop mettre de lentilles et sans faire une qualité d'image trop forte, c'est qu'on a regardé un petit peu, c'est vrai qu'on a un peu un piqué relatif à 1,2, mais c'est qu'à ce prix-là, à 400 €, il n'y a rien à part des constructeurs chinois qui proposent des Mais optiques c'est ça. en APS-C. Donc c'est assez attrayant et c'est surtout surprenant de la part de Canon. Parce que C'est très surprenant. Et à côté, tu as un 16 mm f2.8 qui est quand même tout à fait compact, en monture RF aussi tout à fait séduisant. Un petit 35 mm macro, pareil, hors sériel, qui est abordable. Enfin, je pense que le côté comme ça abordable des optiques Canon RF peut séduire, parce qu'on les a souvent fustigés pour Ouais, mais par contre, leurs sériels qui sont un petit peu... par contre, Enfin, qui sont superbes, mais qui sont inabordables. est-ce que tu lâches 3 000 € dans un R6 III ou 4 500 dans un R5 II pour acheter une optique à 400 € derrière? Non, mais il faut voir ce qui va être proposé en magasin, justement. Ça se peut-être. discute. Ça se discute. Chez MN Photo, chez Après, d'autres, il faut voir. Quoi. Avec un R8, peut-être avec un R6 II, oui, voilà. Après, Alors, est-ce le que ça R8, motive on va une en parler. bascule Moi, non, je ne recommanderais pas le Non, R8, mais un R6 II, voilà, par exemple, faire un kit. Enfin, je ne sais pas. Après, ça, c'est Marie, peut-être, qui aura les clés pour ce genre d'offre, mais je pense qu'une optique pareille, ça peut faire basculer. Bon, de toute façon, on va reparler de tout ça dans notre discussion.